Bonjour, aujourd'hui on est à Arsac pour une opération On se dit cap. On se dit cap, c'est une association qui va permettre de mettre en relation toutes les entreprises qui ont un accès avec le monde du handicap. Et nous avons aujourd'hui Caroline Mas, qui est l'une des organisatrices de cette journée. C'est quoi cette journée? Alors cette journée, ça fait presque un an qu'on la prépare. Ça nous trottait dans la tête depuis un petit moment. Et on a voulu en fait organiser cette journée tout en alliant le monde du handicap, le monde équestre. Et au final, on a réussi à trouver tous les intervenants, équithérapeutes, associations de chiens guides, cavalières en paradressage, etc. Et c'était important pour nous de le faire parce qu'il faut sensibiliser au handicap, sensibiliser aux possibilités qui existent dans le monde du cheval, à savoir qu'il existe des structures adaptées pour pouvoir monter à cheval, et c'est pour lever en fait un peu les freins au handicap. Alors, comment est arrivée cette idée? Je fais de l'équitation depuis que je suis toute petite. Et depuis 2020, en fait, je travaille dans le secteur du handicap. J'ai une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite. Et je me suis dit, mais pourquoi pas allier le côté handicap, le côté équitation et voir ce que ça donne. Et puis au jour d'aujourd'hui, on y est et c'est super. Alors aujourd'hui, quand même, il y a pas mal d'exposants. Vous pourriez nous dire quelques mots de ces exposants? Il y a un caricaturiste, c'est original. On le connaissait, en fait, le caricaturiste. Et puis on se dit, ça serait bien, ça serait une manière de lever quelques fonds un peu pour notre association, pour lui aussi pour qu'il se montre également. Après, on a la chance d'avoir une association d'aidants qui s'est montée il n'y a pas longtemps aussi, donc c'est important pour eux de se faire connaître. On a aussi une association de chiens guides d'aveugles. De Mérignac, pardon? De Mérignac, tout à fait. Donc c'est super, c'est l'opportunité de pouvoir aussi échanger avec eux, de pouvoir connaître les possibilités et on est tous là pour cette belle journée. Alors il y a aussi les Lacs Spirit qui sont une association qui est là pour la lutte contre le harcèlement scolaire des enfants, qui vont permettre d'avoir des actions particulières avec les enfants. Ce qui est bien, c'est que déjà je ne connaissais pas trop cette association. Ils se sont rajoutés du coup après, par le biais justement des propriétaires du château. Je trouve que c'est bien parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une société où il faut favoriser l'inclusion vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Et c'est bien en fait finalement de connaître cette association et de savoir comment elles peuvent intervenir dans les établissements scolaires en cas de harcèlement. Alors, cette opération, c'est la première. Vous voyez déjà pour l'édition numéro 2? C'est une question piège. Mais à terme, ça serait peut-être bien effectivement de reconduire ce genre d'événement. On a du monde, on a des gens contents, on a des intervenants qui semblent être contents de pouvoir montrer ce qu'ils font. Et il faudra y travailler, songer, ou alors sous une autre forme, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est possible d'allier les associations du handicap, le monde du cheval, c'est possible. En tout cas, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et donc déjà, c'est déjà un premier succès. Je ne m'attendais pas, mais en fait, on a beaucoup communiqué avant. Et puis du bouche à oreille, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis ça permet aussi aux gens, aux familles, de voir quelles possibilités existent dans le secteur. Parce que jusqu'à présent, dans le Médoc, c'était très peu couvert pour ce genre d'événements. Et finalement, c'est une réussite pour le moment. Alors, pour vous contacter, on fait comment? Pour l'association? Oui. Alors on a une page Facebook au nom de l'association, Association Je suis Cap. Il faut qu'on peaufine tout ça. On va songer à un site internet. Et après, les patients ou les personnes qui ont envie de rejoindre cette association peuvent nous contacter via Facebook, etc. Voilà. Qu'on va mettre à l'antenne, comme ça tout le monde sera au courant. Exactement. Merci Caroline. De rien. Marie, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes une championne équestre, vous êtes handicapée. Vous pouvez nous parler un peu de votre handicap? Parce que c'est suite à un accident, je crois. Alors, exactement, je travaillais pour une dame en Amérique d'ailleurs, une athlète de saut d'obstacles.
donc dans les chevaux. Et j'ai eu un accident là-bas. En tombant de cheval, j'ai eu ce malheureux traumatisme crânien. D'accord. Voilà. Alors, vous faisiez du cheval avant, Voilà. vous allez continuer à en faire après, à haut niveau, puisque vous allez faire les Jeux Olympiques Paralympiques. J'essaye d'être qualifiée pour être acceptée pour pouvoir les bonnes notes pour pouvoir faire ce haut niveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être qualifié pour aller aux Olympiades? Alors déjà, il faut avoir des bons résultats sur les concours internationaux. C'est pour ça que là, on bouge partout en Europe. Et c'est la fédération qui choisissent les personnes qui ont reçu les bonnes notes, qui choisissent les bons cavaliers. Il y en a 4. Et vous faites partie des 4 ou vous allez faire partie des 4, vous espérez? Et pour le moment, on n'en sait rien, mais il faut avoir la bonne note. Alors, si on peut faire un peu l'historique de votre parcours, vous avez déjà des titres? Avant, vous voulez dire? Oui, avant et après? Donc avant, moi, je faisais du concours complet et j'ai réussi. C'est dingue de vous dire ça parce que je me rappelais pas après ce que j'ai eu il y a 8 ans, l'accident quoi, que j'avais gagné en 2008, je crois que c'était les concours complets à Tartas. Quand est-ce que vous allez savoir que vous allez être sélectionné pour les Olympiades? Ça se fait, en gros, c'est 6 mois, il me semble, avant qu'on en sait plus, que la fédération a choisi qui ils prennent. Alors aujourd'hui, à Arsac, vous êtes venu faire de l'exhibition pour promouvoir un peu l'équitation handicap? Oui, parce que quand on est handicap, c'est qu'on a aussi notre corps et intellectuellement aussi, on a du mal à coordonner tout ça? Exactement, merci. Et que le cheval aide aussi énormément pour avancer, à nous faire plus physiquement parlant. Je vous ai vu tout à l'heure dans l'exhibition, quand vous êtes à cheval, on ne voit pas de handicap. Et je bouge quand même physiquement mal. Oui, moi je suis un néophyte, d'accord, mais bon, vous étiez une cavalière comme une autre sur un cheval, moi j'ai pas vu de différence. Après mon accident, j'ai été paralysée, j'étais en chaise roulante et tout mon côté droite a du mal à bouger de la même façon. Donc je suis lente à gauche et j'ai plus de mal à diriger. Et donc d'ailleurs, c'est le cheval qui m'aide à D'accord. Il y a une complicité entre la cavalière et le cheval. Et bien sûr aussi, ouais. Marie, merci. Plein de succès pour les Olympiades, plein de médailles d'or. C'est la meilleure. Exactement, merci. Merci Marie. Merci à vous. Stéphanie Belliard, vous êtes la présidente de MEH. Oui, c'est ça. C'est quoi cette association? C'est une association de parents, ça veut dire Médoc Enfance Handicap. Et donc c'est une association de parents d'enfants médocains ayant un enfant donc en situation de handicap. Alors vous êtes ici aujourd'hui à Arsac pour l'opération Je suis Cap. Je suis Cap. Vous avez de particularités ici sur ce lieu? Alors non, sur ce lieu non, pas spécialement. Nous, la particularité qu'a notre association, c'est qu'elle prend en compte la famille en entier ayant un enfant en situation de handicap.
Je suis accompagnée de mon vice-président, Matteo, qui est un jeune en situation de handicap et qui représente tous les jeunes dans l'association. Et donc nous avons participé à cette journée car nous avons entre autres une école multisport à Arsac pour permettre aux jeunes en situation de handicap d'avoir accès à du sport. Donc c'est du sport adapté, 1 heure pendant les semaines scolaires. Et nous pouvons ainsi former nos jeunes à la pratique sportive. Alors aujourd'hui, vous avez le stand le plus essentiel, vous tenez la buvette. Exactement, c'est nous qui avons les cordons du repas. Alors, si on peut voir avec Matteo. Alors Matteo, donc tu as quel âge? 17 ans. 17 ans, attends, mets-toi bien près du micro. 17 ans. Voilà. Et alors, tu fais quoi autrement? Tu vas à l'école? Je suis au lycée. Lycée Odilon-Redon. Je suis en CAP SIP, conducteur installation production. Ça consiste en quoi? Travailler en machine, avec les machines, pour travailler dans une usine industrielle. D'accord. Alors là, tu es donc vice-président de cette association. Pourquoi être vice-président aussi jeune? Pour représenter les sorties, les présenter pour les jeunes aussi, et pour les accueillir et les aider. Alors, tu es très sensible au monde du handicap? Ça dépend. Comment tu as fait pour venir dans cette association? Venir à cette association. Pourquoi tu es membre de l'asso? Parce que, comme j'ai appris, il y a eu le sport, ça a aidé bien, donc pour rencontrer les autres aussi handicapés, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont. J'ai retrouvé aussi un ancien ami, voilà, et on peut se faire des amis là-bas, c'est quand même bien. Je sais que c'est pas trop facile de parler devant les caméras, Ouais. c'est peut-être la première fois que tu le fais, mais c'est pas grave, c'est pas un souci, tout va bien se passer. Alors, pour votre association, donc, vous êtes là donc, pour faire des actions particulières. L'essentiel de nos actions, c'est l'aide à la famille, mais aussi la sensibilisation au handicap. Et donc une journée comme celle-ci, qui permet aux gens de venir découvrir le handicap, ses particularités et les adaptations qui sont possibles sur notre territoire, c'est exactement ce que nous faisons au quotidien. Et donc c'est pour ça que nous avons été associés à cette journée. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une action dans les écoles. Oui. C'est en quelques mots. Alors, parmi les sensibilisations qu'on cherche à mener, on cherche à sensibiliser les jeunes dans les écoles et particulièrement les écoles primaires afin que les jeunes puissent accueillir de manière plus agréable possible leurs camarades en situation de handicap, puisque maintenant avec l'école inclusive, les jeunes en situation de handicap ne vont plus en institution ou très peu et donc sont intégrés dans les écoles de quartier. Et donc il faut, entre guillemets, sensibiliser les jeunes afin de permettre que nos jeunes en situation de handicap soient accueillis dans les meilleures conditions dans l'école primaire de quartier. Alors, les enfants, on va dire, normaux, même si je n'aime pas ce terme, est-ce qu'ils sont réceptifs à cette démarche? Bien sûr. Oui, oui. Moi, je pense que cette génération-là sera une génération qui sera très ouverte sur le sujet parce que dès le plus jeune âge, ils ont été au contact avec des enfants différents, aussi bien par le handicap ou par la différence sociale. Et c'est particulièrement prégnant sur notre territoire du Médoc. Et du coup, ce sont des jeunes qui sont ouverts d'esprit. Et quand on leur fait, par exemple, des sensibilisations comme nous on le fait avec des petites mises en situation, mais c'est important parce que ça leur fait toucher du doigt ce que vivent leurs petits camarades et du coup ils sont encore plus empathiques après avec eux. Ils peuvent mieux comprendre ce que leurs petits camarades en situation de handicap vivent et du coup ils sont forcément beaucoup plus à l'aise après. Madame la Présidente, Monsieur le Président, merci. Mais de rien, bonne journée. Florence Charnavel, vous êtes une représentante de l'association des chiens guides d'aveugles qui est à Mérignac. Exactement. Cette structure, en quelques mots, c'est quoi? Alors l'école Nienor est une école qui forme et éduque des chiens guides d'aveugles. Donc c'est une école qui reçoit les chiens à partir à 2 mois et 1 semaine
Et ces chiens vont dans des familles d'accueil pendant toute la durée tant qu'ils ne sont pas formés. Une première partie, c'est la sociabilisation qui se passe dans les familles d'accueil. Jusqu'à quel âge? Alors jusqu'à l'âge de 8 mois, ils sont vraiment dans les familles, ils apprennent à être sociabilisés et à bien se tenir. C'est un chien comme n'importe quel chien qu'on aurait dans une famille? Non, c'est un chien qui est dans une famille comme un chien normal, avec quelques règles bien sûr de bonne conduite. Mais ce sont des chiens qui ont été sélectionnés dans un centre de reproduction et pour lesquels il y a déjà des bons gènes de chiens guides qui n'ont pas de malformation. Et donc on les récupère de ces centres-là. Et une fois qu'ils sont là, ils restent juste dans l'école jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, qui est toute la période de formation qui se passe par étapes. Donc l'arrivée, je vous dis, vers 9 semaines. À 8 mois, on fait un bilan de santé pour voir si le chien se porte bien et sera capable d'être un bon chien guide. Et après, il va en alternance entre la famille et l'école où il est interne la semaine et il est éduqué par des formateurs spécialisés. Alors, donc là, il est formé pendant combien de temps au total? Alors, jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et à ce moment-là, il passe son bac qui s'appelle le CAG, le certificat d'aptitude au guidage. Et là, on le met en situation et on voit s'il est capable de bien guider un déficient visuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école qui existe depuis 37 ans, l'école Aliénor de Mérignac, qui a déjà remis à peu près 690 chiens aux déficients visuels. Les chiens sont remis gratuitement. Nous ne vivons que de dons, de legs, de manière à ce que tous les déficients visuels, quels qu'ils soient, puissent en bénéficier. Et alors parce que 1 an et demi, 2 ans, ça a un coût quand même. Ça coûte combien? Alors, le chien guide coûte à peu près 25 000 euros. 25 000 euros, pas d'achat, oui. Mais c'est surtout l'éducation, la formation, les vétérinaires et tout ça. Jusqu'à la remise? Jusqu'à la remise. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de dons pour remettre ces chiens. Une fois que le chien est remis au malvoyant ou à l'aveugle, est-ce qu'il reçoit des subventions de la Sécu, des choses comme ça, ou c'est de sa poche? Alors non. Le chien reste la propriété de l'école jusqu'à sa mise en retraite. D'accord. Le chien est en retraite à peu près vers 8-10 ans, ça dépend de son état physique, il est contrôlé. Mais le déficient visuel aura à payer ses croquettes, ses petits soins quotidiens, mais il reste la propriété de l'école, ce qui permet d'avoir un regard sur l'évolution du chien, fait qu'il reste en bonne santé. Maltraitance éventuelle. Exactement, ça peut arriver. Oui, bien sûr. Voilà, il reste la propriété de l'école. Et alors, vous dites qu'il est à la retraite aux alentours des 10 ans. On en fait quoi de ce chien? Alors le chien est proposé à l'adoption, il part en retraite. À la famille ou pas? Alors d'abord aux déficients visuels, s'il veut le garder et prendre un deuxième chien, il peut le garder. Il peut pas le conserver même après les 10 ans comme chien de guide? Il peut le garder mais plus en chien guide, il ne doit plus travailler. Le chien a assez travaillé. D'accord. Il a eu un harnais sur le dos, donc ça peut, d'un point de vue osseux, d'un point de vue de sa constitution, et puis il a le droit de se reposer aussi, chacun son tour. Bien sûr. Et donc, il peut le garder chez lui, ou alors il peut le faire adopter par quelqu'un proche de sa famille de manière à garder le lien avec l'animal, ou alors il peut être adopté par n'importe quelle famille qui souhaite l'adopter. Alors, comment ça se passe, le mariage entre le chien et son futur maître? Alors, c'est une association qui est très délicate à faire, qui est faite par les éducateurs de l'école. Et ils cherchent à trouver quel est le bon chien pour la bonne personne. Parce que, ne serait-ce que par exemple, quelqu'un qui est très costaud, un monsieur très carré, très costaud, ne va pas marcher avec une petite chienne qui marche tout doucement. Il va lui falloir un grand chien qui va avoir de grands pas. Ou une petite dame toute douce, on va lui mettre une petite chienne qui est beaucoup plus fine et qui pourra mieux accompagner. Donc déjà, il y a ça. Il y a une question de caractère, il y a une question d'affinité. Donc avant de remettre un chien à une personne déficiente visuelle, les éducateurs font des stages avec le déficient visuel et ils testent et ils vont trouver le bon chien pour la bonne personne. Parce qu'un chien, c'est un être vivant, il faut qu'il soit respecté, il faut qu'il soit avec la bonne personne pour faire sa mission correctement. Alors, là, vous dites donc une personne un peu frêle, un petit chien, une personne un peu forte, un gros chien. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs races de chiens. Alors, on a à peu près, à la louche, 90% de labrador ou de golden retriever. On a quelques bergers allemands qui travaillent très très bien, mais le problème du berger allemand, c'est que quelquefois il fait un peu peur.
même si les nôtres ce sont des nounours, ils sont très très gentils. Et on a aussi les doodles qui sont des mélanges, une race qui s'est créée en mélange de caniche royale et de labrador ou de golden retriever, et qui fait un chien qui a un petit avantage, c'est qu'il ne perd pas ses poils. Il est moins allergisant pour... il travaille très bien. Et il est moins allergisant pour les personnes qui pourraient avoir des allergies. Voilà. Alors, l'actualité récente nous a fait entendre qu'il y avait un conducteur de Uber qui avait soi-disant refusé la prise en charge d'un chien. Ça arrive. Que prévoit la loi? Alors, la loi, ils n'ont pas le droit de refuser de prendre un chien guide. Pas n'importe quel chien, un chien guide. Un chien guide doit être accepté dans tous les restaurants, dans tous les taxis. Mais il y a un manque d'information, un manque de connaissances et un manque de, si vous voulez, de compréhension de la part de ces gens-là qui ont peur d'avoir des poils dans leur voiture ou un chien qui va abîmer. Bon, ce sont des chiens qui sont éduqués, qui se tiennent bien. Quand ils ont fini leur formation, ils sont calmes, ils sont posés, ils n'abîment pas. Donc, à nous de faire passer le message et d'essayer justement d'éduquer les gens à ce qu'ils acceptent les déficients visuels avec leurs chiens, parce que la base, c'est quoi? C'est le déficient visuel. Et nous, ce qu'on veut, c'est aider ces gens-là pour qu'ils soient dans la vie au mieux, qu'ils puissent se déplacer, qu'ils puissent avoir des activités. D'ailleurs, les déficients visuels qui m'accompagnent aujourd'hui sont des gens il y en a un, il fait du surf, l'autre monte à cheval, ils se baladent en ville tout seuls, ils ont pris le tram et ils essayent d'avoir une vie normale. Et notre objectif, c'est de les aider au maximum grâce aux chiens. Alors, pour revenir un peu sur la fameuse loi, que risque la personne qui refuse l'accès d'un chien? Alors, d'un point de vue de la loi, je ne sais... Enfin, on ne se plaint pas, il n'y a pas d'amende, mais on essaie justement de passer par l'éducation. Pas que des chiens, mais aussi des gens autour pour l'acceptation. Et alors, donc, votre association qui est à Mérignac maintenant, c'est l'une des plus anciennes de France. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment on fait pour vous aider? Alors, on réclame rien, mais ce dont on a besoin, c'est de dons, de legs, pour justement, sachant qu'un chien coûte 25 000 €, nous avons 20 salariés au sein de l'association, plus à peu près 150 bénévoles, et il faut que tout ce petit monde-là tourne. Donc nous aider, c'est surtout de par les dons, les legs, comme je viens de le dire, et aussi en tant que bénévole, comme moi-même, on est multitâche. On peut se porter candidat à la prime éducation du chiot? C'est-à-dire la prime éducation? Demander à être garant ou gardien d'un chiot? Alors bien sûr, vous pouvez participer et spécifiquement pour un chien, ce qui peut être justement intéressant en donnant un don, ce qu'a fait le Radisson Blu par exemple à Bordeaux, ils ont financé un chien. Et en étape financière et justement se rapporter spécifiquement sur un chien. Alors sur la flamme qu'il y a derrière vous, c'est marqué rejoignez-nous sur les réseaux et on a donc votre adresse mail qui est www.chienguide au pluriel tout attaché -aliénor.com. On peut vous joindre aussi par téléphone au 05 56 47 85 15 et on va avoir plein d'informations de votre part. Alors n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, on est là pour vous accueillir, on remercie tous les gens qui nous aident et qui sont là notamment aujourd'hui pour accueillir et accompagner l'association pour avoir des beaux chiens pour les déficients visuels. Merci Florence. Merci à vous. Bonjour Gérard. Bonjour Jean-Claude. Alors, une fois de plus, toujours présent dans une association? Oui, toujours présent. Oui. C'est vrai que récemment, on s'est vu plusieurs fois à des titres divers. C'est vrai, aujourd'hui, je suis là pour apporter mon soutien à des associations qui s'occupent d'enfants handicapés. Nous-mêmes, nous sommes beaucoup plus spécialisés dans le soutien aux enfants victimes de harcèlement scolaire. On s'occupe des enfants, on aide les parents, enfin, on essaye de les sortir de ce mauvais pas. Alors nous, on s'est connus beaucoup sur des associations pour aider les enfants victimes d'harcèlement, oui. Mais les Lag Spirit, c'est pas que ça. Non, mais il se trouve aussi que l'organisateur de cette manifestation, Isabelle et Christophe, je les connais très bien puisqu'ils étaient présents la semaine dernière au Trial avec moi, ils m'ont donné un coup de main, donc il était naturel que ce week-end je vienne aussi apporter ma contribution sur leur événement. Alors,
en quelques mots, le Lac Spirit, c'est quoi? Alors le Lac Spirit, pour vous expliquer, c'est un club de moto qui a été créé en 2017, en mars 2017 exactement, constitué au départ par 5 personnes, fonctionnaires de police, gendarmes, douaniers, ainsi de suite, et qui se sont multipliés. Maintenant, on arrive à 10 chapitres sur la France entière. Un chapitre, c'est un club? Un chapitre, c'est un club, mais dans le milieu biker, ça s'appelle un chapitre. Donc il y a l'original à Paris, il y a les Normands, les Normanènes au Havre, il y a les Hauts-Nord à Douai, il y a les Ariovistos à Strasbourg, il y a le COP à Carpentras, il y a les à Marseille, il y a également un chapitre, il y a également les Sorwin à Perpignan. Et il y avait un club à Toulouse en gestation, mais bon, ça n'a pas l'air de très très bien se passer. Il y a nous Bordeaux, il y a Limoges, et puis il y en a quelques autres en devenir. Oui, donc c'est quand même un joli maillage. Voilà. Et tous ont comme objectif de s'occuper des enfants victimes de harcèlement scolaire. Alors, puisque vous êtes tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de police, oui, de gendarmerie, de la pénitentiaire et douane, oui, lorsque vous accompagnez une famille, un enfant, est-ce que vous avez beaucoup plus de poids que s'ils y allaient tout seuls? Plus de poids quand on est en activité, oui. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît bien ce milieu, on connaît bien les rouages. Donc quand on a besoin d'amener des parents porter plainte, on sait de suite où il faut s'adresser. Ça va beaucoup plus vite quand même. Et puis on peut les aiguiller un petit peu sur ce qu'il faut qu'ils disent ou ce qu'ils n'ont pas besoin de dire. Voilà. Malheureusement, cette tension existe. Il y a de plus en plus d'harcèlement à l'école. L'actualité en fait foi. Oui, comment pensez-vous qu'il faudrait faire pour essayer de minorer ces harcèlements? La solution miracle, si on la connaissait, il y a longtemps qu'on l'aurait mise en application. Il n'y a pas, à mes yeux, il n'y a pas de solution miracle. Peut-être un peu plus de fermeté envers les harceleurs, parce que systématiquement, l'administration, l'éducation nationale conseille aux parents victimes d'enfants harcelés de changer d'école. Pas de vague, quoi. Voilà. Donc, nous, personnellement, nous trouvons que c'est la victime, c'est pas lui à changer d'école. Il y a quand même d'autres solutions qui peuvent être mises en place, surtout que depuis le mois de mars 2022, il a été voté une loi pouvant judiciariser les harceleurs. Donc pour le moment, il n'y a pas eu encore de cas, mais enfin, ça existe. Donc il y aurait des moyens, effectivement, de combattre beaucoup plus, pas durement, mais enfin de beaucoup plus façon réaliste qu'actuellement. Oui. Alors pour revenir sur cette opération d'aujourd'hui, la particularité, c'est que les bikers vont transporter les enfants handicapés sur leurs chevaux mécaniques. Voilà. Malheureusement pas tous, parce qu'il y en a qui sont vraiment très handicapés physiquement. Mais disons que les plus valides, ceux qui sont le plus, on va les amener faire un tour de balade en moto. Oui. Et déjà, quand on leur a annoncé ça, ils ont sauté aux anges. Bien sûr. Il y a un side, je crois. Non, il y a un 3 roues. Il y a un 3 roues. Il y a un Can-Am confortable pour les enfants un peu plus jeunes et un peu plus handicapés. On a essayé de prévoir large. Merci Gérard. De rien, merci beaucoup à vous et puis à bientôt. À très bientôt. Madame Galery, vous êtes enseignante spécialisée. Ça consiste en quoi? Donc en fait, je suis professeure des écoles à la base et j'ai fait une certification pour devenir enseignante spécialisée auprès des élèves en situation de handicap. Et donc maintenant, je coordonne un dispositif au sein d'un collège qui accueille sur certains temps... Le collège, c'est? Le collège Notre-Dame à l'Espar, qui accueille donc des élèves en situation de handicap qui sont du coup à la fois dans leur classe de référence en cours et qui viennent en regroupement dans le dispositif travailler des matières particulières. Alors concrètement, vous faites quoi? Concrètement, j'enseigne français, mathématiques à ces enfants-là selon leurs capacités, leurs compétences au moment où je les accueille et je les suis de la 4e jusqu'à la 3e.
comme n'importe quel enseignant, Comme n'importe quel mais enseignant. avec une activité particulière de... Alors nous, on travaille beaucoup plus de manière flexible, avec un plan de travail spécialisé, personnalisé même, pour certains enfants, et avec aussi du matériel pédagogique plus adapté, et puis des projets particuliers comme l'équitation adaptée. Donc vous adaptez vraiment pour chaque enfant à une formation spéciale. Oui, chaque enfant va avoir un projet particulier. Alors est-ce que c'est enseignant un enfant ou un enseignant une classe? Non, les enfants sont dans leur classe, appartiennent entre guillemets à leur classe de référence. Donc les élèves de 6e seront en 6e. Mais sur certains temps de la journée, ils viendront dans le regroupement pour travailler français et mathématiques. Et tous ensemble ou individuellement? Alors ils peuvent arriver à 3-4, puisque généralement ils sont 3-4 par division. Et ils peuvent être donc les 4 divisions ensemble, de la 6e à la 3e. Donc il peut y avoir 13 élèves en même temps dans le dispositif. Alors, mais généralement, on favorise les petits groupes de 3-4. Ce dispositif-là, il est unique à votre lycée ou il y en a plein en France? Non, il n'est pas unique comme dans un établissement. Sur l'Espar, il y en a 2, dans les 2 collèges de l'Espar. Il y en a dans toute la Gironde, dans toute la France. C'est l'Éducation nationale qui a mis en place donc, ces dispositifs dans les établissements, que ce soit collège ou école ou lycée. Qu'est-ce qui vous a fait opter pour cette spécialité? Qu'est-ce qui m'a fait choisir cette spécialité? En fait, l'envie de travailler avec ce public qui a des besoins particuliers et donc qui fait sens à notre profession. Voilà, un enfant qui n'a pas de difficulté, il n'a pas besoin de maître pour travailler. Voilà, eux, oui. Merci. Voilà, avec plaisir. Nous sommes avec Sylvie Gardère, présidente de l'association Château Pas Lombe Air. Alors, cette association, c'est quoi exactement? Alors, Château Pas Lombelle a pour but de soutenir, d'accompagner les proches aidants. Le proche aidant est une personne qui accompagne donc un proche, comme c'est dit, pour raison de handicap, dans le grand âge. Voilà, un accompagnement qui se veut au quotidien. Ça peut être 24 heures sur 24. Je suis moi-même aidante depuis 27 ans. Un mari avec plusieurs pathologies, cœur, AVC, foie. Donc c'est un rôle, on nous donne ce rôle, mais les aidants ne sont pas que ça. Un rôle d'accompagnant qui se veut très, très difficile. On peut perdre des forces physiques, psychologiques, psychiques. Le monde de l'aidant, c'est aussi la maltraitance qu'il peut y avoir, la souffrance que l'on voit au quotidien, qui pénètre votre chair. Ça peut être de chaque instant, nuit et jour. C'est ça. Il n'y a pas de monde de répit, c'est du 24-24. Voilà, ça peut être 24 heures sur 24, suivant la personne avec qui on est. Un enfant a bien sûr plus besoin qu'un adulte, mais alors on a aussi moi je trouve un raccourci sur les aidants. Souvent on parle de l'aidant avec des personnes atteintes d'Alzheimer ou du grand âge. L'aidant est partout. Vous pouvez être aidant à 15 ans, vous perdez vos parents, vous avez un jeune frère ou une jeune sœur, vous devenez accompagnant. Donc l'aidant peut toucher plusieurs milieux. Donc l'association accompagne, a le souhait d'accompagner donc ces aidants pour que l'aidant vienne s'occuper de lui. Ça s'apprend à s'occuper de soi. Si l'aidant va bien, si on est en forme, on peut donner plus à notre proche. Si on n'a plus de force, si on n'a plus de jus, si on est sec comme un citron, même avec l'amour, c'est de la grande difficulté. Alors comment on fait? Est-ce que votre association propose des formations pour les aidants? Non, alors l'association, il y a beaucoup d'associations pour les aidants. Certaines sont pour permettre de trouver une aide à domicile, des aides. Moi non, moi je vais m'occuper de l'aidant, c'est-à-dire qu'ils viennent en tant qu'être, pas en tant que père, mère, ami, sœur, non, qui s'occupent vraiment de lui pour qu'il puisse venir, par ce temps de pause qui lui sera proposé, retrouver un souffle de vie. Ça pourrait être un temps de lecture, un temps juste
de pause, mais voilà. Et le point d'orgue sera quand même une table d'écoute. Entre aidants, on se comprend. On ne vit pas forcément les mêmes situations, qui peuvent être, elles, variées. C'est un lieu d'échange. On se comprend, voilà. Autour d'un café, des petits gâteaux faits maison, voilà. Passer un moment comme dans une cuisine. Voilà. Aujourd'hui est représentée la cuisine, mais c'est un lieu très important. On passe beaucoup de temps dans la cuisine, c'est convivial. Voilà, on échange sur ce qui s'est passé dans la journée. Donc ça se voudra aussi simple que ça. Le mot que je voudrais peut-être dire qui représenterait un mot partage. Tout simplement le partage de la vie, tout simplement. C'est un moment de vie, mais dans un autre contexte. Un contexte sortir du contexte quotidien, retrouver la vie. Alors, votre association, il y a combien d'adhérents de votre association? Vous êtes combien? Alors aujourd'hui, l'association est nouvellement créée depuis fin novembre. Là, aujourd'hui, c'est une première sortie, une mise en marche. Pour l'instant, nous sommes avec mes deux filles qui ont 37 et 30 ans, qui sont aussi dans des métiers comme le monde des enfants pour ma fille aînée et les ressources humaines pour ma deuxième. Donc on démarre, mais on démarre petit, mais c'est pas grave. Je ne vais rien promettre. Pourquoi? Parce qu'en face, j'aurai des humains. Il n'y aura pas d'histoire de résultats, combien d'aidants. Non, rien promettre parce que c'est les aidants qui vont eux-mêmes prendre leurs responsabilités. Alors, c'est comme une caisse à outils. Je vais proposer des petites clés, on prend pas. Voilà, des petits outils que moi, j'ai moi-même expérimentés. Tout ce que je propose, je l'ai expérimenté. Ça peut être un temps de musique, c'est-à-dire utiliser des instruments. Moi, je ne vais pas enseigner de la musique. J'ai pris l'instrument, je l'ai utilisé d'une autre manière. Ça peut être un sifflet pour les chasseurs, hein, les petits sifflets. C'est revenir au corps, revenir au sens. L'odorat, le goût, le toucher, revenir à sentir le corps. On peut être... en tant qu'aidant dissocié, c'est-à-dire être là mais avoir le corps à côté. Donc revenir donc, au son par le mouvement de corps, c'est-à-dire si vous avez les jambes fatiguées, vous pouvez avoir le corps qui parle en fait, c'est parler autrement. Je suis en train d'échanger avec un groupe de jeunes là, qui sortent du cours Florent, ce sont des comédiens. Donc là, il est en train de faire une proposition pour faire des ateliers de théâtre. On peut s'exprimer de différentes manières. Ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, les mots. On va jouer avec les mots. Pas, rôle. Le pas et le rôle. Ça peut être pas drôle. Voilà. Donc avoir voilà, une joie du mot qui peut être au demeurant compliqué, mais comme garde-air. Garde ton air. Voilà. Donc voilà, c'est utiliser le son du mot. Voyez? Là, on ne va pas être dans l'erreur de l'orthographe, la grammaire. Non, là, on sort de ça. C'est passer un moment ludique, joyeux, sympathique. Voilà, c'est un moment de simplicité. Alors, comment est arrivé le nom? Le nom. Alors, derrière Château Palombel, il y a un livre que je n'ai pas encore édité. J'ai fait le choix de créer l'association avant de partir sur l'édition. Ce livre doit être relu. C'est un livre qui s'appelle « Un regard et un sourire sur la vie ». Je ne vais pas vous raconter, mais il y a une histoire de Palombe. Voilà, qui me concerne. C'est mon histoire, je me suis mise à nu. Mais c'est une histoire commune où plein de personnes pourront se reconnaître, où le monde médical a beaucoup de place. Puisque moi j'ai vu le côté médical, côté aidante et à côté de mon mari. Donc je connais très bien le monde des soignants que j'ai vu pendant toutes ces dernières années, les médecins. Donc ce livre, il a une place, elle est ce qu'elle est. Donc ce livre va sortir. Donc c'est La Palombe qui... Le titre de l'association ne m'a pas été donné, il est tombé. Palombel. J'ai juste rajouté château. On m'a dit pourquoi château? Vous avez plus riche? J'ai pas de château, non. Le château, ça peut être, on peut l'appeler une maison, un temple, un peu. Le château, c'est un peu notre intérieur en fait. Et le château, alors chat, c'est le C, coordination. Le H, handicap, autonomie. Le T, la terre, nous sommes sur terre. Et l'eau, ben, l'eau c'est le ressourcement. Hein. Voilà, on est quand même composé d'eau.
Donc voilà l'histoire un peu de pourquoi Château Palombel. Et franchir le pas, les dents franchissent le pas vers l'homme, ces petites passerelles, et retrouver ses ailes, ou réparer ses ailes, ou prendre ses ailes. Voilà. Comment on fait pour vous rejoindre? Alors là, j'ai des petites cartes de visite qui ont été créées cette semaine pour l'événement aujourd'hui. Nous avons un Facebook qui est aussi créé. Qu'on va inscrire juste en bas de l'image. Voilà. Donc alors là, il faudrait voir ma fille parce que je n'ai pas le nom. Alors au niveau des réseaux, je suis pas dans des compétences très très fortes. Ne vous inquiétez pas, regardez, c'est inscrit juste en bas de l'image. Et je voudrais aussi, c'est pour ça que je cherche des partenaires ou des mairies, faire les cafés rencontres dans des endroits un peu atypiques. Une bibliothèque, une médiathèque, pour que les dents, venant passer ce moment de café rencontre ou de philo, le fil de l'eau, se réouvrent un petit peu à la culture, au monde culturel, prendre un livre, la musique, apprendre, voilà. C'est revenir vers de la culture, voilà. Parce que les dents peuvent être seules chez lui, ne plus rien voir, ne plus rien entendre, voilà. Merci Sylvie Gardner. Mais merci à vous de votre accueil et au plaisir. Merci. On reçoit maintenant Margot Hardy, donc, qui a monté une structure qui s'appelle En Équilibre. En 2 mots, c'est quoi? Alors, En Équilibre Équithérapie, c'est une structure qui accueille des personnes pour faire de l'équithérapie. Donc l'équithérapie, ça consiste à une thérapie avec le cheval comme médiateur. C'est une structure qui accueille des personnes pour travailler sur l'aspect psychologique et corporel avec le cheval comme médiateur. Ça, c'est la définition de l'équithérapie. Aujourd'hui, moi, j'accueille des personnes de 3 ans à 99 ans, puisque j'ai pu intervenir aussi en maison de retraite auprès de personnes atteintes d'Alzheimer. Mais c'est réservé aux personnes handicapées ou n'importe qui peut avoir accès N'importe qui peut avoir accès à l'équithérapie. Aujourd'hui, dans les médias, on entend beaucoup parler pour tout ce qui est handicap, moteur particulièrement, autisme, au départ beaucoup pour aussi la trisomie. Mais en fait, l'équithérapie s'adresse à tout le monde. On peut venir voir un équithérapeute pour juste un petit problème de confiance en soi, avoir besoin d'affirmation, un travail émotionnel. Voilà, vraiment le champ d'action est très très divers et très ouvert. Alors, quelle est la relation entre le cheval et le patient? Alors, la relation, elle est très forte, puisque le cheval est un animal très intéressant. Il est très très proche de ses émotions. Étant un herbivore, en fait, il est sans cesse connecté avec son environnement. Et du coup, avec les humains, il est aussi très très proche, et ce qui en fait un partenaire de travail exceptionnel, puisqu'il ne juge pas. Il ne parle pas, mais il se fait comprendre, et c'est ce qui rend toute la beauté de la pratique. Alors, votre entreprise, c'est une association, c'est une société? Je suis en auto-entreprise, en fait, et je loue les infrastructures d'une structure équestre qui s'appelle le Ranch des Lamberts, qui est à la sortie de Castelnau. Oui. Alors, c'est à la sortie de Castelnau du Médoc, sur la route de Brache, et c'est sur la commune de Moulis en Médoc, en effet. Alors, pour vous rejoindre, je ne vais pas faire le malin, parce que j'ai un numéro de téléphone, c'est tiré-du-8, libre, @yahoo.com, et votre téléphone, c'est le 06 71 59 22 99. C'est ça. On vous joint tout le temps? Vous pouvez me joindre tout le temps, et j'ai aussi une page sur Facebook qui permet de voir aussi un petit peu ce que je propose en séance. Les vidéos et photos qui sont montrées sur cette page, c'est avec l'autorisation bien sûr des patients et de leurs parents. Donc ça donne un petit aperçu. Donc c'est pareil, c'est En Équilibre Équithérapie Hardy Margot. Merci Margot. Merci. Et voilà, la journée s'achève ici au Cléo du Four. On va remercier notre hôtesse qui nous a si gentiment reçus, Isabelle Landry. Merci Isabelle Landry de nous avoir reçus aussi bien. Avec grand plaisir. Je pense que tout le monde a passé une excellente journée. On a eu la chance d'avoir notre ami Soleil avec nous, ce qui est non négligeable puisqu'on avait des activités en extérieur. Voilà, comme ça tout le monde a pu profiter. Alors, vous êtes venu avec Clette. Oui. Donc Clette, tu es l'issue d'une fratrie de 3 enfants et tu as un léger handicap. Tu peux nous expliquer un petit peu?
Alors en fait, là, j'ai une paralysie cérébrale. C'est quand je suis dans le ventre de ma mère, il y a un nerf du cerveau qui n'a pas été irrigué. Du coup, pour moi, ça a touché les jambes. Du coup, j'ai du mal à marcher. Autrement, la tête va bien. Très bien. T'es en quelle classe? Moi, je suis en CM2. Je passe en 6e l'année prochaine. Très bien. Et tu as 11 ans. J'ai 11 ans. Alors, pour venir à vous, Isabelle, ici, on est dans une propriété viticole. En quelques mots. Alors, vous êtes dans une propriété viticole donc, qui appartient à notre famille. Donc, Klett sera la 5e génération avec ses 2 frères. Voilà, nous sommes sur l'appellation Margaux, donc nous faisons du vin rouge. Voilà. D'accord. Et alors, toi, tu veux reprendre l'exploitation plus tard? Alors moi... Plus près le micro si tu peux. Voilà. Ouais. Monte le plus gros. Moi, je ne veux pas reprendre, mais j'ai un frère qui s'appelle Laé, qui voudrait reprendre l'exploitation. D'accord. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il en fera quand il sera plus grand, mais en attendant, il veut et il veut toujours. Donc... Mais le micro un tout petit peu plus près de la bouche. Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, l'école, ça se passe bien? Ah oui, très bien, il n'y a aucun souci. Les résultats? Les résultats, normalement, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. J'ai un peu de mal en conjugaison, mais comme chaque enfant. Enfin, j'ai pas de problème mental. Comment ça se passe avec les camarades de classe? Les camarades de classe, la première année, ça a été un peu compliqué parce qu'il fallait qu'ils s'habituent. Mais après, très bien. Enfin, ça a été bien accepté. Et même l'équipe éducative, les adultes et tout ça, ça s'est très bien passé. Alors, vous êtes aussi la responsable d'une association? Alors, donc Klett appartient à une association avec 3 autres enfants qui sont donc tous les 4 paralysés cérébraux. Ils ont tous les 4 une dizaine d'années. C'est donc une association qui a été créée par des parents qui ont une petite fille qui s'appelle Enora, d'où son nom Enorêve. Et donc l'objectif de cette association, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique. Donc elle peut recevoir des dons qui sont donc ensuite défiscalisables. Donc pour ces dons, qu'est-ce qu'on en fait? Mais on achète du matériel pour nos différents enfants selon leurs besoins. Donc par exemple, Klett, pour son arrivée en 6e, va être équipé d'un fauteuil à assistance électrique. Donc ce type de matériel coûte à peu près dans les 6 000 €, sachant que la sécurité sociale en prend environ 1 000 € à sa charge. Donc je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc pour récolter ces dons, on fait ce type d'événements comme aujourd'hui et bien d'autres. Et on participe aussi au financement de matériel ou de formation pour tous les thérapeutes qui s'occupent de nos enfants, puisqu'en fait, quand on choisit de travailler dans la pédiatrie, on choisit de travailler en 1 pour 1, ce qui n'est pas très rentable. Voilà, donc il y a tout un milieu associatif qui soutiennent ces super thérapeutes qui sont essentiels à la vie de nos enfants. Alors, dans votre association, il y a combien de personnes, combien d'adhérents? Alors, il y a les 4 familles. Voilà, uniquement les 4 familles. Voilà, ouais. Et donc, on a une page Facebook, bien sûr, et un site internet qui aide beaucoup de familles comme les nôtres à trouver des trucs et astuces pour nous aider dans la vie de tous les jours et découvrir aussi le potentiel de nos enfants, parce que malheureusement, aujourd'hui encore, alors qu'il existe qu'il y a à peu près 1500 enfants qui naissent par an paralysés cérébraux, c'est encore une... Justement, cette maladie, c'est une maladie qui est fréquente? Alors, c'est pas une maladie, c'est juste, en fait, quand il y a souffrance périnatale, ça se passe donc souvent soit dans le ventre de la maman, soit à la naissance, soit les premiers mois de la naissance de l'enfant. C'est donc le cerveau qui n'est pas irrigué, il suffit de quelques secondes pour donc laisser des séquelles cérébrales qui peuvent toucher n'importe quel endroit du corps, puisque donc le cerveau gère tout. C'est la commande centrale du corps humain. Et donc, comme c'est une pathologie qui n'est pas encore très connue, mais malheureusement, le diagnostic est souvent difficile à obtenir. Même les médecins ne connaissent pas cette pathologie. Moi, j'ai mis 18 mois à ce que l'équipe médicale m'entende pour avoir le diagnostic de Klett. Alors que moi, à partir de 3 mois, j'ai commencé à me dire qu'il y avait des petits soucis. Voilà, donc des familles comme nous, en fait, on est contacté par beaucoup de parents qui
qui se posent des questions et donc on essaie de répondre avec nos capacités de parents. D'accord. Pour conclure, Clette, tu veux faire quoi plus tard? Alors moi, quand j'étais plus petit, je voulais faire kiné. Je pense que là, je vais aussi faire kiné ou dans le médical parce que j'aime beaucoup aider les gens. Donc voilà. Comme quoi, il passe beaucoup de temps en thérapie, mais il n'en est pas écœuré et il veut faire profiter de sa longue expérience de kiné aux autres. Effectivement. Merci à tous les deux. Merci Isabelle de nous avoir reçus. Écoutez, cette journée s'est passée formidablement bien. Il y a eu beaucoup de monde. Eh bien, peut-être l'année prochaine? On verra, pourquoi pas. Bonne soirée sur Equitélé.